Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de l'iceberg des disparitions mystérieuses et inexplicables. Aujourd'hui les aventuriers, nous continuons notre exploration en abordant les eaux claires de l'iceberg avec 30 nouvelles histoires. Au cours de ce voyage, nous allons tenter de percer le mystère d'un journaliste qui enquête sur une disparition et finit par s'évaporer lui-même. Puis nous plongerons dans l'affaire angoissante des 3 femmes volatilisées de Springfield et nous suivrons les dernières minutes glaçantes d'un aviateur qui disparaît après avoir signalé une rencontre avec un ovni. Avant de plonger ensemble dans l'inconnu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de booster et de vous abonner à la chaîne, ce sont de petits gestes qui font toute la différence pour le référencement. Bref, sans plus attendre les aventuriers, affûtez vos esprits et analysez chaque détail, car nous partons dès maintenant découvrir les histoires inquiétantes des eaux claires de l'iceberg des disparitions mystérieuses. Très bien les aventuriers, plongeons dans les eaux claires de l'iceberg avec une disparition qui hante encore Dublin. Nous sommes le 8 décembre 2000. La pluie fouette les pavés et le vent se glisse dans les ruelles de la capitale irlandaise. Dans ce froid mordant, la plupart des gens veulent juste rentrer chez eux et se mettre au chaud. Mais Trevor Deely, un employé de la Bank of Ireland de 22 ans, décide de prolonger la soirée avec la fête de Noël de son entreprise. Vers 3h25 du matin, Trevor quitte le Bucks Wallace, le vent et la pluie d'une violente tempête s'abattant sur Dublin. Mais plutôt que de rentrer directement à son appartement de Ballsbridge, il fait un détour par son bureau. C'est cette décision anodine qui va précipiter le jeune homme dans un mystère glacial et l'une des affaires les plus déroutantes d'Irlande. Le jeune homme arrive au portail de son lieu de travail vers 3h35 et ce que la caméra de surveillance révèle est troublant. Un homme vêtu de noir est en embuscade, attendant juste devant les portes depuis près d'une demi-heure. Une fois à l'intérieur, Trevor prend le temps de faire une tasse de café, de consulter ses emails et de discuter avec son collègue de nuit. À 4h03, Trevor sort équipé de son grand parapluie et laisse même un message vocal anodin à un ami disant qu'il est sur le chemin de la maison et que tout va bien. La dernière image connue de Trevor est capturée à 4h14 par la vidéosurveillance d'une autre banque lorsqu'un autre homme en noir passe quelques secondes après lui au même endroit. Malgré des recherches intensives, le dragage minutieux des canaux dublinois et des récompenses énormes, on n'a jamais retrouvé la moindre trace de Trevor, ni identifié l'homme qui l'attendait ce matin-là. Mais alors, qu'est-il arrivé à Trevor Deely après qu'il ait tourné le coin de la rue en cette aube glaciale du 8 décembre 2000 ? Quittons l'Irlande pour plonger dans une histoire qui semble tout droit sortie d'un roman gothique où la frontière entre la réalité et le cauchemar devient floue. Nous sommes en Angleterre, à la fin des années 1930. Ada Constance Kent est une ancienne actrice excentrique de 67 ans qui s'est retirée du monde, vivant seule dans un cottage isolé à Fringinghoe, dans l'Essex. Nous sommes en 1939, lorsqu'Ada ne donne plus aucun signe de vie. Ses amis, inquiets, appellent la police. Les policiers forcent la porte du cottage, fouillent minutieusement la maison, mais il n'y a aucune trace d'Ada. L'affaire est classée et sombre dans l'oubli de la Seconde Guerre mondiale. 9 années interminables passent. La guerre est finie et un employé de banque est envoyé inspecter la propriété afin de régler la succession. Imaginez un instant la scène, les aventuriers. La végétation envahit le jardin et il règne un désordre absolu. L'employé monte à l'étage de la maison, pousse la porte de la chambre à coucher et pousse un cri d'horreur. Un squelette entièrement habillé gît sur le lit. L'effroi laisse place à une énigme totale. La pièce a été méticuleusement inspectée par la police en 1939 et un ami proche de la disparue s'était même rendu sur les lieux en 1942. Alors, comment ce squelette est-il arrivé là sans que personne ne le remarque pendant près d'une décennie ? En outre, les détails de cette découverte macabre ajoutent une couche de mystère presque insoutenable. Une pile de mégots de cigarettes est soigneusement disposée, comme si Ada avait passé ses dernières heures à fumer en attendant la fin. On retrouve également une inscription terrifiante, griffonnée à la hâte. « Je n'ai plus longtemps à vivre ». L'autopsie ne révèle aucune trace de violence et la thèse officielle penche pour une mort naturelle, survenue après la première fouille de la police. Mais cela soulève une question insoutenable. Comment une femme recherchée a-t-elle pu revenir chez elle et mourir sans que les voisins ne remarquent de fumée ou de lumière ? Est-il possible que la police ait manqué son cadavre dans la chambre ? Mais l'hypothèse la plus terrifiante est ailleurs. Et si Ada s'était cachée dans un recoin secret de la maison, écoutant les policiers la chercher en 1939, retenant son souffle jusqu'à ce que, affaiblie et seule, elle rejoigne son lit pour y mourir, à moins qu'elle n'ait été victime d'un crime parfait. Et vous les aventuriers, quelle est votre théorie pour expliquer cette affaire ? Ok, l'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous révolter. Si vous avez vu le film L'échange de Clint Eastwood, vous connaissez déjà les grandes lignes de l'affaire Walter Collins. Mais je vous assure que la vérité, la froide réalité des faits et la corruption du système est souvent bien plus sombre que la fiction. Nous sommes à Los Angeles, le 10 mars 1928. Ce jour-là, Walter Collins, un petit garçon de 9 ans, demande à sa mère Christine de l'argent pour aller au cinéma.
Elle accepte, lui donne quelques pièces et il part en courant le sourire aux lèvres. Ce sera la dernière fois qu'elle verra son fils en vie. La disparition du petit Walter fait immédiatement grand bruit, d'autant plus que, à cette époque, la police de Los Angeles est engluée dans des scandales de corruption et d'incompétence. Face à la pression médiatique et au besoin urgent d'une victoire pour redorer son blason, des mois passent sans aucune piste sérieuse. Et puis, coup de théâtre, le LAPD annonce soudain avoir trouvé Walter Collins dans l'Illinois. Les autorités orchestrent des retrouvailles publiques grandioses. Les journalistes sont là, les flashs crépitent, la foule applaudit, tout paraît parfait, et pourtant, vous vous en doutez, quelque chose cloche. Le train arrive, un petit garçon en descend, mais Christine Collins se fige et murmure. « Mais ce n'est pas mon fils !» Et c'est là, les aventuriers, que le véritable cauchemar commence. Car au lieu d'admettre son erreur, le capitaine Jones, obsédé par l'idée de sauver la réputation de son service, lui met une pression ignoble. Il lui dit qu'elle est sous le choc, que son enfant a changé et qu'elle doit l'essayer pendant quelques semaines. Contrainte et humiliée devant les caméras, Christine emmène le petit imposteur chez elle et rassemble des preuves irréfutables. Les dossiers dentaires ne correspondent pas, les professeurs ne le reconnaissent pas et le garçon finit par lui avouer qu'il n'est pas Walter. 3 semaines plus tard, Christine retourne à la police pour rendre l'enfant, mais la réaction du capitaine Jones est d'une cruauté sans nom. Pour faire taire Christine et éviter le scandale, il l'accuse d'être une mauvaise mère qui veut se débarrasser de sa responsabilité et la fait interner de force dans un hôpital psychiatrique. Ouais, vous avez parfaitement entendu les aventuriers. Et pendant que Christine Collins vit l'enfer à l'asile, le garçon finit par avouer publiquement la vérité. Il s'appelle Arthur Hutchins et s'est fait passer pour Walter afin de venir à Hollywood pour rencontrer Tom Mix, son acteur préféré. Christine est finalement libérée, mais le mal est déjà fait. Au même moment, l'affaire des meurtres du poulet de Wanville éclate au grand jour. Le monstrueux Gordon Stewart Northcott a kidnappé, agressé et tué plusieurs jeunes garçons dans son ranch. Et coup de théâtre, la police trouve des preuves accablantes, des vêtements et des témoignages indiquant que Walter Collins a été l'une de ses victimes. Northcott est arrêté, jugé et condamné à mort, mais jusqu'au bout, il jouera avec les nerfs de Christine. La veille de son exécution, il lui envoie un télégramme disant qu'il n'a pas tué Walter et qu'il promet de lui dire la vérité si elle vient le voir. Christine, absolument désespérée, se rend à la prison de San Quentin, mais le criminel refuse finalement de parler, emportant son secret dans la tombe. Et vous allez voir dans la suite de l'iceberg que Northcott n'est pas le seul criminel à jouer avec les nerfs des familles de victimes. Christine Collins a passé le restant de sa vie à chercher son fils, refusant d'abandonner l'espoir infime qu'il ait échappé au tueur et qui soit en vie quelque part. Depuis près d'un siècle, le mystère demeure. Walter Collins est-il mort dans l'horreur du poulet de Wanville ou a-t-il survécu d'une manière ou d'une autre ? Bien les aventuriers, quittons la terre ferme pour nous envoler vers l'une des énigmes fondatrices du mythe moderne du triangle des Bermudes. Nous sommes le 5 décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis quelques mois et la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride reprend ses routines d'entraînement. À 14h10, 5 puissants bombardiers torpilleurs TBM Avenger avec 14 aviateurs à bord décollent dans le ciel floridien. La mission est un exercice de navigation standard. Ils doivent voler vers l'est pour bombarder une épave, virer vers le nord, puis revenir à la base. Aux commandes de l'escadrille se trouve le lieutenant Charles Taylor, un pilote expérimenté avec des milliers d'heures de vol, même s'il vient d'être transféré dans cette région qu'il ne connaît pas parfaitement. Le temps est beau, la mer est calme et l'exercice de bombardement se passe sans accroc. Mais vers 15h45, la tour de contrôle reçoit un message étrange. Ce n'est pas un appel de détresse standard, c'est une conversation entre les pilotes. L'un d'eux demande « Hey, où sommes-nous » La voix de Taylor résonne ensuite. « Mes 2 compas sont hors service, je cherche la Floride, mais je ne vois rien. Je suis certain d'être au-dessus des Keys, mais je ne sais pas comment rentrer. » C'est absolument incompréhensible, car les Keys sont au sud de la Floride. Et pour ne rien arranger, la météo commence à se gâter, la nuit tombe et la mer se déchaîne. Au sol, les opérateurs tentent désespérément de les trianguler, de leur dire de voler vers l'ouest pour toucher la terre. Mais Taylor est persuadé d'être dans le golfe du Mexique, il ordonne à son escadron de voler vers l'est, s'éloignant en réalité de plus en plus de la côte, vers le grand large de l'Atlantique. On entend les jeunes pilotes discuter entre eux, mais la discipline militaire prévaut, ils suivent aveuglément les ordres de leur leader. Les dernières transmissions sont glaçantes, on entend Taylor dire « On va devoir amérir quand le premier avion tombera à sec, tous ensemble. » Puis, c'est le silence radio. La Navy lance immédiatement des recherches et un hydravion de sauvetage Mariner décolle pour tenter de retrouver l'escadrille. Quelques minutes après son décollage, l'appareil envoie un message de radio de routine et disparaît à son tour. En une seule soirée, 27 hommes et 6 avions se sont volatilisés.
Mais malgré l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire, aucun débris, aucun gilet de sauvetage, aucune trace des 5 Avengers et du Mariner n'ont jamais été retrouvés. Une question essentielle demeure. Comment expliquer ce drame? Les pilotes ont-ils été victimes d'une anomalie magnétique indétectable? D'une panique virale déclenchée par une hallucination collective? Ou simplement d'une tragique erreur humaine face à une erreur impitoyable? Mystère et boule de gomme les aventuriers. Ok, remontons le temps jusqu'en 1587. Imaginez le courage, ou peut-être la folie, qu'il fallait pour traverser l'Atlantique et s'installer sur une terre inconnue et sauvage. C'est pourtant ce qu'ont fait 115 colons anglais en débarquant sur l'île de Roanoke, au large de ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord. Mais malheureusement, la dure réalité du Nouveau Monde les a vite rattrapés. John White, le gouverneur, n'a plus le choix. Il doit abandonner sa colonie et sa famille pour rentrer en Angleterre et chercher des vivres et des renforts. Cependant, le destin s'en mêle. À cause de la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, John White reste bloqué en Europe pendant 3 longues années. Quand il réussit enfin à revenir à Roanoke en août 1590, son cœur bat la chamade. Il débarque sur la plage, s'attend à voir de la fumée et à entendre des cris de joie, ou au moins à voir de l'activité, mais il n'y a absolument rien. La colonie de Roanoke a disparu, et il n'y a aucune trace de lutte. White se précipite vers l'orée du bois et découvre un message gravé sur un poteau de palissade, un mot que vous connaissez tous, Croatoan. Bon, les œuvres de fiction comme Assassin's Creed et American Horror Story ont ancré l'histoire de Roanoke dans l'imaginaire collectif comme un phénomène purement surnaturel. Mais je vais malheureusement devoir briser un mythe car une explication rationnelle se cache derrière le départ des colons. En fait, Croatoan n'était pas un sortilège ou un message codé, c'était le nom d'une île voisine et d'une tribu amérindienne alliée. John White tente alors de mettre les voiles pour les retrouver, mais une violente tempête se lève. L'équipage est terrifié et refuse de continuer, ce qui force White à repartir vers l'Angleterre sans connaître le destin de sa famille et de sa colonie. Alors, que s'est-il passé dans ce coin perdu du Nouveau Monde? L'archéologie moderne a démontré que l'hypothèse d'un massacre n'est pas crédible, car des objets européens datant de la fin du XVIe siècle ont été retrouvés dans les terres intérieures. Des explorateurs ont même rapporté avoir vu des Amérindiens aux yeux gris et aux cheveux blonds dans la région, et certaines traditions orales locales parlent d'ancêtres venus de bateaux blancs. En fin de compte, les colons de Roanoke auraient choisi de vivre parmi leurs alliés et seraient devenus une partie de l'histoire amérindienne. Après cette incursion dans le passé, revenons à une époque plus contemporaine. Nous sommes le 13 novembre 1984 à Exeter, une petite ville tranquille du New Hampshire. C'est un matin d'école tout ce qu'il y a de plus classique, alors Tammy Lynn Belanger, une fillette de 8 ans, enfile un pull violet, rassemble ses longs cheveux bruns en 2 couettes, attrape son sac à dos rouge et quitte la chaleur rassurante de son foyer. Depuis 2 ans, Tammy marche seule vers la Lincoln Street Elementary School. Son trajet est précis, presque ritualisé, et dure une vingtaine de minutes de marche. Ce matin-là, une voisine la voit traverser Court Street. L'enfant jette un regard prudent à gauche, à droite, puis franchit la rue en quelques pas rapides. C'est une scène banale, presque trop banale. Car après cette traversée, quelque chose bascule. La petite fille n'arrive jamais à l'école, et personne ne s'en rend compte. À l'époque, le système scolaire américain ne prévient pas les parents lorsqu'un enfant est absent, et ce n'est qu'en fin d'après-midi, lorsque Patricia Belanger attend sa fille, que la certitude s'impose. Quelque chose ne va pas. Au début, la police pense à un simple écart et pense que la fillette est distraite et perdue quelque part dans la nature. Mais l'heure tourne et la pression augmente. Les hélicoptères survolent Exeter, les plongeurs fouillent rivières et carrières, et des centaines de volontaires ratissent bois et jardins. Les jours passent et Tammy Belanger est introuvable. Le FBI et la police d'État sont appelés en renfort et l'hypothèse d'un kidnapping prend forme. Pourtant, Tammy est une enfant timide et ne parle pas aux inconnus, ce qui signifie que, pour qu'elle monte dans une voiture, il aurait fallu la convaincre ou la saisir brutalement dans un lieu hautement fréquenté. 4 jours plus tard, les recherches s'arrêtent et la ville reste figée dans un silence glacé. Mais un rebondissement ne tarde pas à survenir. La police identifie Victor Vanetti comme principal suspect grâce à un faisceau de preuves accablantes. Sa Ford bleue, reconnaissable à ses plaques de Floride et son feu arrière cassé, a été repérée près du dernier lieu où Tammy a été vue. Et plus troublant encore, Vanetti s'est curieusement absenté de son travail le matin même de la disparition de Tammy. Ce profil est d'autant plus troublant que son lourd casier judiciaire inclut une condamnation pour agression sur une fillette du même âge et un lien avec la disparition non résolue de la petite Marjorie Luna, survenue en Floride 4 mois auparavant. Sauf que, malgré le profil suspect de l'individu, les preuves matérielles manquent et aucun élément concret ne le lie directement à la fillette. Au fil des années, les détenus affirment que Vanetti aurait avoué les faits, décrivant avec précision l'enlèvement, la séquence des événements et la dissimulation du corps de Tammy.
Sauf que voilà, il n'y a ni ADN, ni témoin direct, seulement une accumulation de coïncidences terrifiantes. Finalement, Victor Vanetti meurt en 2012 en prison, emportant avec lui son sinistre secret dans la tombe. Bien les aventuriers, changeons de décor pour nous rendre dans un environnement industriel, froid et bruyant, en plein cœur de la Nouvelle-Zélande. L'histoire de Jim Donnelly est, à mon sens, l'une des plus frustrantes et les plus bizarres de cet iceberg. Jim est un homme bien sous tout rapport, âgé de 43 ans, marié et père de 2 enfants. C'est un homme intègre et rationnel qui travaille depuis 20 ans à la scierie de Glenbrook, un immense complexe industriel au sud d'Auckland. Le 21 juin 2004, Jim arrive au travail comme d'habitude à 8h du matin. Il gare sa voiture sur le parking, salue le personnel de sécurité et entre dans le bâtiment pour se rendre au vestiaire où il change ses vêtements civils pour enfiler sa tenue de travail bleu marine. Jusque-là, tout est normal. Cependant, Jim ne se présentera jamais à son poste. Lorsque sa disparition est signalée, on pense d'abord à un simple accident, une hypothèse que partage sa femme Tracy. On fouille le site de Glenbrook de fond en comble, on retrouve sa voiture sur le parking et ses effets personnels dans les vestiaires, mais Jim est introuvable. C'est comme s'il s'était évaporé à l'intérieur même de l'usine. L'angoisse monte d'un cran 5 jours plus tard, lorsque l'on retrouve le casque de sécurité de Jim posé à côté d'une cuve d'acide chlorhydrique. Jim serait tombé dedans et l'acide aurait dissous son corps. Mais vous allez voir que notre affaire est moins évidente qu'il n'y paraît. On tamise la boue au fond et l'on cherche les éléments que l'acide n'aurait pas pu détruire en quelques jours, comme des amalgames dentaires ou les clips en titane de ses bottes de sécurité. Mais les analyses tombent comme un couperet. Il n'y a pas la moindre trace biologique ou matérielle de Jim Donnelly dans cette cuve. Avouez que c'est étrange. Comment expliquer que le casque de Jim ait été retrouvé, étrangement déposé, juste à côté de la cuve d'acide chlorhydrique? Cette mise en scène, s'il en est une, contredit la simple théorie de l'accident, surtout lorsqu'on se penche sur ces derniers jours. Car, en effet, le comportement de Jim était étrange. Il avait annulé un week-end à l'hôtel avec sa femme pour un mystérieux rendez-vous et parlait d'une crise et d'un gâchis. Puis, le lundi, ses collègues ont noté son comportement instable, mais il refusait obstinément de donner la moindre explication sur ses agissements. Alors, est-ce que le casque a été posé là pour faire diversion, permettant à Jim d'orchestrer sa propre disparition? Cette théorie est faible, car il n'a jamais touché à ses comptes bancaires et aimait profondément sa famille. Non, ça ne tient pas. Peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre ou été victime d'un accident fatal, son corps étant ensuite hâtivement dissimulé par des témoins paniqués. Malheureusement, les recherches ont été rapidement réduites et la police néo-zélandaise n'a jamais pu expliquer la disparition de Jim. S'agit-il d'un accident, d'une disparition volontaire ou d'un homicide? Ça, c'est à vous de me le dire, les aventuriers. Nous sommes désormais à Nucla, un petit village du Colorado, pour enquêter sur une affaire qui risque de vous arracher quelques cheveux. Nucla est le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où les paysages sont à couper le souffle. Dale Williams y tient un garage, c'est le genre d'endroit où l'on vient autant pour réparer sa voiture que pour papoter. Le 27 mai 1999, le téléphone sonne au garage. Une femme appelle, paniquée, elle est tombée en panne sur une route un peu isolée et a besoin d'aide urgente. Dale ne se pose pas de questions, il saute dans son pick-up blanc et part pour la dépanner. Les heures passent, la nuit tombe, mais Dale ne revient pas. La police du comté est finalement prévenue. On cherche le pick-up blanc de Dale, on cherche la femme en panne, mais on ne trouve ni l'un ni l'autre. Le 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis, la disparition de Dale Williams bascule dans le macabre. Des jeunes qui se baignent près du confluent des rivières San Miguel et Dolores trouvent son pick-up blanc, submergé par l'eau et la boue. Et à l'intérieur du véhicule, les enquêteurs font une découverte cruciale. Un fusil Marlin Van Dyck, une douille percutée dans la chambre. Ce fusil avait été acheté quelques années auparavant par James Daniel Bishop, un homme connu pour nourrir du ressentiment vers Dale Williams, car Dale et son épouse avaient aidé la compagne de Bishop à fuir son foyer en raison de violences conjugales. Les enquêteurs découvrent rapidement un faisceau de preuves accablantes impliquant Bishop et son cousin, Veldon Barnes. Outre le fusil qui a été retrouvé dans le camion de la victime, Bishop a donné sa corvette à Barnes le jour de la disparition de Dale. Mais malgré le faisceau d'indices qui pointe du doigt Dan Bishop, le manque de preuves concluantes et l'absence de corps font de la disparition de Dale Williams une affaire non résolue pendant près de 25 ans. Ouais, vous avez parfaitement entendu les aventuriers, la police a mis un quart de siècle pour inculper Bishop. Ce n'est qu'après 2 décennies d'efforts obstinés des enquêteurs et de nouvelles révélations sur les aveux de Bishop que la situation bascule enfin. Le 17 octobre 2023, un mandat d'arrêt est mis à l'encontre de James Daniel Bishop. Depuis, le processus judiciaire est toujours en cours, mais la tragédie demeure. Après toutes ces années, et malgré les fortes indications sur son sort, le corps de Dale Williams n'a jamais été localisé. Mais gardons espoir les aventuriers.
Nous aurons peut-être bientôt la réponse à ce mystère. Bien, il est temps que je vous présente l'une des disparitions les plus célèbres et les plus débattues de l'histoire des parcs nationaux américains. J'avais d'ailleurs abordé cette histoire dans l'iceberg des disparitions dans la nature, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Nous sommes le 14 juin 1969, le week-end de la fête des pères. La famille Martin, composée du grand-père Clyde, du père William et des fils Douglas et Dennis, est réunie dans le parc national des Great Smoky Mountains pour profiter de la nature et se retrouver. Après 2 journées tranquilles de marche, la famille atteint Spence Field, une large clairière d'altitude baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. C'est là qu'ils décident de camper pour la nuit, profitant du calme et de l'isolement du lieu. Vers 16 heures, une autre famille de randonneurs les rejoint. Rapidement, les enfants sympathisent et jouent ensemble dans les fourrés, sous les regards attentifs des adultes. William remarque qu'il prépare une petite farce pour surprendre les parents. Il joue le jeu, détourne le regard et laisse les enfants se cacher. À peine 5 minutes plus tard, Dennis ne revient pas de sa cachette. William se lève, court jusqu'au buisson où son fils est caché, mais ne trouve rien. Dennis s'est littéralement volatilisé. Et comme pour sceller le mystère à jamais, une tempête terrible s'abat sur la montagne, effaçant toute preuve, toute odeur pour les chiens et transformant les ruisseaux en piège glacial. Le lendemain, l'une des plus grandes recherches de l'histoire des États-Unis s'organise. Des centaines de personnes, incluant l'élite des bérets verts, la garde nationale et des bénévoles, ratissent la zone mètre par mètre. C'est alors que l'affaire franchit un cap dans l'horreur, avec un témoignage qui défie toute explication rationnelle. Harold Key cherchait un endroit pour camper à plusieurs kilomètres de Spence Field lorsqu'il a entendu un cri à glacer le sang. En regardant vers la crête, il a vu ce qu'il a décrit comme un homme sauvage ou une bête hirsute, marchant furtivement et portant quelque chose sur son épaule qui, à cette distance, ressemble à un petit corps vêtu de rouge. Et bien qu'il ait signalé la vision troublante aux autorités, cette piste a été jugée trop lointaine pour être crédible, le FBI la rejetant faute de détails concrets. Ok, très bien, mais alors, comment expliquer la disparition du petit Dennis? Est-ce qu'il a été enlevé par un prédateur humain qui rôdait dans ces bois reculés? A-t-il été emporté par un animal sauvage sans laisser la moindre trace de sang? Ou s'est-il simplement perdu dans un recoin si inaccessible que même les militaires n'ont pu l'atteindre? La vérité, si elle existe, est sans doute ensevelie quelque part dans ces montagnes, dissimulée à jamais sous les racines, les feuilles et le silence. Quittons la nature sauvage pour une banlieue huppée et tranquille du Massachusetts. Nous sommes en 1961 à Lincoln. Joan est une femme au foyer de 31 ans, élégante et mère de 2 jeunes enfants. Ce matin du 24 octobre, Joan reste seule avec les enfants car son mari, Martin, est en voyage d'affaires. La journée semble parfaitement normale. Elle emmène son fils chez une voisine, garde sa fille avec elle et fait quelques courses. Vers 14 heures, des voisins aperçoivent Joan devant chez elle, en train de tailler des rosiers. Mais moins de 2 heures plus tard, tout bascule. Une voisine remarque que la voiture de Joan est toujours dans l'allée et que quelque chose cloche. En pénétrant dans la cuisine, la voisine découvre une scène d'horreur. Les murs sont éclaboussés de sang, il y a une flaque rouge au sol et le combiné du téléphone a été arraché du mur et jeté dans la poubelle. Une traînée de gouttes de sang mène de la cuisine à la porte arrière, puis s'arrête net dans l'allée, près de la voiture rouge de Joan. La police arrive aussitôt et commence à analyser la scène, et c'est là que ça devient bizarre. Malgré la quantité de sang retrouvé, il n'y a pas de signe de lutte évidente, les empreintes de sang au sol montrent des traces de pieds nus qui tournent en rond, comme si Joan était désorienté. Puis en fouillant la maison, les enquêteurs font une découverte glaçante. Joan avait récemment emprunté à la bibliothèque plusieurs livres sur des disparitions mystérieuses et des meurtres, et certains ouvrages expliquaient comment maquiller une scène de crime avec du sang. Cette découverte lance immédiatement la théorie de la mise en scène macabre. Joan, peut-être insatisfaite ou ennuyée par sa vie de mère au foyer, aurait orchestré sa propre disparition pour s'enfuir. Cependant, des témoins rapportent avoir vu une femme ressemblant à Joan, plus tard cet après-midi-là, marchant le long de la route 128. Elle semblait hébétée et perdue, ses jambes étaient couvertes de quelque chose de rouge, et elle tenait son ventre. Et si c'était Joan sur la route, où est-elle allée ensuite? Personne ne l'a vu monter dans une voiture, et aucun hôpital n'a reçu de femme blessée correspondant à son signalement. Plus frustrant encore, les recherches dans les bois environnants n'ont rien donné. Depuis, l'affaire reste un cold case et est officiellement non résolue. John Rich est toujours porté disparu, et aucune piste concluante n'a été trouvée depuis plus de 60 ans. Ok, prenez le temps de souffler un peu les aventuriers, car je m'apprête à vous raconter une affaire difficile, tant elle touche à l'injustice la plus pure. C'est l'histoire d'une petite fille qui rentrait simplement chez elle à vélo, et d'un monstre qui a décidé de briser une famille pour toujours. Nous sommes le 18 août 1993 à Frankfort, une petite ville rurale de l'État de New York. C'est l'été, il fait beau, et la petite Sarah Ann Wood pédale sur son vélo, insouciante.
La fillette de 12 ans revient de l'église où son père est pasteur, mais vous le savez déjà, Sarah n'arrivera jamais à la maison. Lorsque ses parents refont le chemin en voiture, ils retrouvent son vélo jeté dans les broussailles sur le bas-côté, près d'un virage. L'image de ce vélo abandonné, avec une roue qui tourne un peu dans le vide, est le début d'un cauchemar qui va durer des décennies. La communauté de Francfort est immédiatement sous le choc. Des milliers de personnes se joignent battues, on distribue des rubans bleus, et toute la région prie désespérément pour que la fillette soit simplement perdue, et non victime de quelque chose de plus sinistre. L'enquête piétine pendant des mois, jusqu'à ce qu'une autre tentative d'enlèvement échoue dans le Massachusetts. La police procède à l'arrestation du kidnappeur, un banal concierge du nom de Lewis Lent, qui cache une noirceur absolue. Interrogé par les enquêteurs, Lent finit par avouer. Oui, c'est bien lui qui a enlevé Sarah Ann Wood. Il raconte des détails glaçants sur la façon dont il l'a repérée, mise dans sa camionnette et emmenée dans les monts Adirondacks. C'est un choc terrible, mais au moins, la famille espère pouvoir faire son deuil et enterrer leur enfant. Mais c'est là que la cruauté de Lent atteint son paroxysme. Il dessine une carte pour la police et indique un endroit précis dans une forêt dense où il dit avoir enterré le corps. Les policiers se rendent sur place, fouillent, creusent et retournent la terre pendant des jours, mais ils ne trouvent rien. Lent change alors de version, donne un autre endroit, puis un autre. Il joue avec les enquêteurs comme un chat avec une souris, et utilise le corps de Sarah comme une monnaie d'échange, comme un dernier pouvoir qu'il détient sur le monde extérieur, depuis sa cellule de prison. Alors, est-ce qu'il ne se souvient plus vraiment de l'endroit, les paysages ayant changé avec le temps, ou est-ce un ultime acte de sadisme? Lewis Lent purge actuellement plusieurs peines de prison à vie pour le meurtre de Sarah et d'un autre petit garçon. Le père de Sarah a visité Lent en prison à plusieurs reprises, le suppliant d'homme à homme de dire la vérité, mais le criminel est resté de marbre. En fait, par cet ultime acte de cruauté, Lewis Lent s'est assuré que la souffrance de la famille Wood ne prenne jamais fin. Nous sommes le 7 juin 1992 à Springfield, dans l'état du Missouri. Après avoir passé la soirée à célébrer la fin du lycée, Suzy Streeter et sa meilleure amie Stacy McCall décident d'aller dormir chez la mère de Suzy, une certaine Cheryl Leavitt. Elles arrivent à la maison vers 2h15 du matin et à ce moment-là, tout semble calme. Puis, vers 9h, d'autres amis se présentent pour chercher les filles car ils avaient prévu d'aller ensemble à un parc aquatique. Mais en l'absence de réponse, ils entrent par la porte déverrouillée et trouvent la maison silencieuse, à l'exception du petit chien de Cheryl qui aboie nerveusement. Les amis ne s'inquiètent pas tout de suite, mais il y a quand même des détails bizarres qui sautent aux yeux. Les 3 voitures sont garées de façon serrée dans l'allée, comme si elles n'avaient pas bougé. À l'intérieur de la maison, les sacs à main des 3 femmes sont alignés par terre dans le salon, contenant tout leur argent, leurs clés et leurs affaires personnelles. Les lits ont été défaits comme si on avait dormi, les vêtements de la veille sont même pliés, mais il n'y a absolument personne. L'ampoule cassée sur le porche reste le seul indice matériel d'un possible problème, soulevant la question suivante. A-t-elle été brisée pour plonger l'entrée dans le noir et surprendre les femmes? Comment ont-elles pu être maîtrisées et emmenées sans que les voisins, pourtant très proches, n'entendent ni un cri, ni un coup de feu, ni un bruit de moteur de voiture? Les théories pour expliquer leur disparition sont nombreuses. On a parlé d'un tueur en série local ou suspecté Robert Cox, un kidnappeur condamné, qui vivait dans la région et qui a insinué connaître le lieu où elles étaient enterrées. Une hypothèse tenace, mais jamais prouvée, suggère que les 3 femmes seraient enterrées sous les fondations d'un hôpital de Springfield qui était en construction à l'époque. Des scans radars ont montré des anomalies sous le béton, mais les autorités ont jugé les preuves insuffisantes pour détruire une partie du bâtiment. 30 ans plus tard, la maison a été vendue et la vie a repris son cours à Springfield, mais le vide laissé par Cheryl, Suzy et Stacy reste béant. Et aujourd'hui encore, leur disparition est considérée comme l'une des affaires les plus complexes et mystérieuses de l'histoire des États-Unis. Très bien les aventuriers, remontons le temps jusqu'à l'âge d'or du jazz et de la prohibition, une époque qui me fascine particulièrement. Dans les années 1930, New York est une ville effervescente où se côtoient la pauvreté, les criminels et la corruption politique rampante. C'est au cœur de ce marasme que se trouve le juge Joseph Forstcritter, un homme qui pesait lourd dans la ville, à la fois par son influence et par son patronyme qui, il faut bien l'avouer, sonne comme celui d'un personnage de roman noir. À 41 ans, Critter est un membre influent de la Cour suprême de l'État et un rouage essentiel de la Tammany Hall, une organisation politique corrompue qui tire les ficelles de la ville. Malgré la prohibition, Good Time Joe mène une vie publique sulfureuse. Il aime les femmes, les spectacles de Broadway et les dîners arrosés. Toutefois, cette vie luxueuse est brutalement interrompue. Critter est en vacances dans le Maine avec sa femme Stella lorsqu'il reçoit fin juillet un coup de fil mystérieux. Il annonce alors à Stella qu'il doit régler une affaire à New York et promet d'être de retour pour son anniversaire, le 9 août, mais il ne reviendra jamais dans le Maine. Arrivé à Big Apple, le comportement de Joseph devient immédiatement erratique et même paranoïaque.
Le matin du 6 août, il détruit des piles entières de dossiers qui partent en fumée ou à la poubelle, avant de demander à son assistant d'encaisser 2 chèques pour une valeur astronomique de 5150$, soit près de 100 000 $ aujourd'hui. Il fourre ensuite une liasse de billets dans ses poches, prend 2 porte-documents remplis des documents qu'il a épargnés et quitte le bureau sans se retourner. Le soir même, il dîne dans un restaurant de la 45e rue avec 2 amis, dans une ambiance qui est, selon eux, parfaitement détendue. À 21h10, le dîner se termine. Le trio sort sur le trottoir, Crater et un taxi, salue ses amis, monte dans la voiture jaune et disparaît de la surface de la Terre. C'est littéralement comme si le taxi avait roulé dans une autre dimension. Mais ce qui est vraiment fou dans cette affaire, c'est le délai de réaction de ses proches. Ses amis ne s'inquiètent pas outre mesure et sa femme, qui est restée dans le Maine, pense qu'il est retenu par le travail. Il faudra attendre le 3 septembre pour qu'il soit officiellement déclaré disparu, mais les pistes sont déjà froides. L'investigation révèle immédiatement que le juge nageait en eau trouble. Son coffre-fort a été vidé et on le soupçonne de détenir des informations compromettantes sur la corruption politique de la ville, peut-être contenues dans ses fameux porte-documents. A-t-il utilisé l'argent liquide pour fuir avec une maîtresse et recommencer une vie anonyme, ou est-il mort d'une crise cardiaque dans un lieu de débauche, son corps ayant été évacué discrètement pour éviter le scandale? Des années plus tard, après la mort de Stella, des lettres que Crater avait laissées dans un tiroir secret ont été découvertes dans ses affaires, accompagnées d'argent et d'une note énigmatique. « Je suis très fatigué. Love, Joe. » Est-ce que c'est un ultime adieu du juge? Bon, l'affaire est officiellement close en 1979 et depuis, l'expression pulling a crater, autrement dit faire une crater, est entrée dans l'argot new-yorkais pour désigner quelqu'un qui disparaît sans laisser de traces. Changeons radicalement d'ambiance pour nous rendre sous le soleil de Floride en l'an 2000. Vous allez voir que les apparences sont souvent trompeuses et qu'il faut faire attention à soi lorsqu'on fait des rencontres en ligne. Colleen Wood est une femme célibataire de 53 ans, douce et introvertie, qui travaille comme assistante administrative dans l'Ohio. Elle mène une vie rangée et sans histoire, mais elle rêve secrètement d'évasion. C'est ce désir d'ailleurs qui la pousse à répondre à une petite annonce, et elle pense avoir trouvé son ticket de sortie en rencontrant John Paul Sr., un homme charismatique et ancien pilote de course qui vit sur un magnifique yacht de 17 mètres, amarré à Fort Lauderdale. L'homme lui vend du rêve et lui promet un tour du monde à la voile, une vie de luxe et de liberté sur les océans. Colleen tombe sous le charme, vend sa maison et sa voiture, liquide ses économies et déménage en Floride pour vivre sur le bateau avec John Paul. Mais je pense que vous vous en doutez, les choses ont très mal tourné pour Colleen. Au début, tout semblait idyllique. Elle envoie des mails enthousiastes à ses fils, décrivant la Dolce Vita entre dauphins et couchers de soleil. Mais vers la mi-décembre, le silence s'installe et Colleen se volatilise purement et simplement, laissant derrière elle une famille inquiète et de nombreuses questions sans réponse. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles pour les fêtes, ses fils contactent John Paul, dont la réponse est immédiatement suspecte. Il prétend qu'une dispute a éclaté, que Colleen a quitté le yacht et coupé les ponts. Une enquête policière est ouverte et révèle rapidement le passé terrifiant de Paul. Et vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêts. Son épouse précédente s'était volatilisée à Key West en 1981 et l'homme avait même purgé une peine de 25 ans de prison pour tentative de meurtre premier degré dans une autre affaire. Malgré ses antécédents alarmants, le comportement de John Paul Sr. après la disparition de Colleen est encore plus troublant. Il a immédiatement utilisé ses cartes de crédit, vidé ses comptes bancaires et invité d'autres femmes sur le yacht, leur offrant même les bijoux de Colleen. Face à la police, l'homme fait preuve d'une audace incroyable et affirme qu'elle lui a donné l'autorisation d'utiliser tout son argent pour payer les factures pendant son absence. Bon, il est évident que l'homme ment et qu'il est responsable de la disparition de Colleen Wood. Les policiers pensent qu'elle a été tuée sur le bateau, puis lestée et jetée en mer. Mais faute de cadavres et de scènes de crime, John Paul Sr. n'a jamais été inculpé pour ce meurtre et a pris la fuite en 2001. Comme quoi les aventuriers, il faut se méfier des belles promesses que l'on peut trouver dans les annonces ou sur les sites de rencontres. À l'heure où les plateformes facilitent les interactions, l'histoire de Colleen Wood nous rappelle que le pire des prédateurs se dissimule souvent derrière un profil séduisant. Si vous êtes amateur de true crime ou si vous résidez en Amérique du Nord, l'alerte Amber vous est sans doute familière. Il est devenu un symbole de la recherche désespérée d'enfants disparus. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'Amber est en réalité le prénom d'une fillette de 9 ans, dont l'enlèvement et la fin tragique ont inspiré la création de tout ce système. Nous sommes le 13 janvier 1996 à Arlington, au Texas. Amber Hagerman a 9 ans, c'est une petite fille pétillante, joyeuse et avec de grands yeux bruns. Cet après-midi-là, elle fait du vélo avec son petit frère Ricky sur le parking d'une épicerie abandonnée. Au bout d'un moment, Ricky décide de rentrer, mais Amber veut rester encore un peu pour faire un dernier tour. Alors que Jim Cavill est dans son jardin, ils voient un pick-up noir s'arrêter brusquement. Un homme en sort en courant, attrape Amber brutalement, la jette de force dans le camion et démarre en trombe.
La petite fille pousse un hurlement de terreur pur avant que le pick-up ne disparaisse. Jim appelle immédiatement la police et les patrouilles arrivent en quelques minutes. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des centaines de bénévoles, le FBI, les médias locaux, tout le monde cherche la petite Amber. Sa mère supplie le ravisseur à la télévision de lui rendre son petit ange et l'Amérique entière retient son souffle. 4 jours plus tard, l'espoir se brise. Un homme promenant son chien découvre le corps sans vie d'Amber dans un ruisseau gonflé par la pluie à quelques kilomètres de là. L'autopsie révèle qu'elle a été gardée vivante pendant au moins 2 jours après son enlèvement avant d'être tuée et jetée dans l'eau. La colère qui suit ce meurtre a changé le monde et abouti à la création de l'alerte Amber. Mais voici le drame. Malgré les témoins et les profils ADN partiels récupérés des années plus tard grâce aux avancées technologiques, le monstre pick-up noir n'a jamais été retrouvé. Si comme moi vous avez grandi dans les années 1990, le visage de Joe Pitchler vous est sans doute familier. En effet, il était l'enfant acteur qui incarnait Brennan Newton dans les films Beethoven 3 et 4. Mais en 2006, à l'âge de 18 ans, Joe est épuisé par le quotidien stressant d'Hollywood. Il décide donc de tourner le dos à la Cité des Anges pour retrouver une vie normale à Bremerton, dans l'État de Washington. Le 5 février, Joe passe la soirée avec des amis à jouer aux cartes Magic, à boire et à discuter. Puis, vers 4h du matin, il quitte le groupe et monte dans sa Toyota Corolla argentée et se rend chez lui. Sauf que, petit problème, Joe ne donne plus aucun signe de vie. Il faudra attendre 4 jours pour que sa Toyota soit retrouvée abandonnée à un carrefour, près d'un pont qui enjambe un bras de mer. À l'intérieur, la police découvre des poèmes écrits par Joe, dont un attire l'attention avec la phrase « Je souhaite être un frère plus fort pour toi ». Les autorités interprètent immédiatement cela comme une note d'adieu. Pour elle, l'ancienne star déchue a sauté du pont et l'affaire est pratiquement classée dans leur tête avant même d'avoir commencé les recherches. Mais la famille de Joe refuse catégoriquement cette version. Ils expliquent que Joe écrivait tout le temps des poèmes, que c'était son moyen d'expression et que ce texte n'était pas un adieu, mais une réflexion personnelle. De plus, Joe venait de se faire poser des bagues dentaires et avait pour projet de retourner jouer à la comédie. Et plus troublant encore, les recherches dans l'eau sous le pont ne donnent rien. Alors, si ce n'est pas un acte désespéré, qu'est-ce que c'est ? A-t-il fait une mauvaise rencontre et a-t-il été agressé pour de l'argent ? Ou bien a-t-il profité de ses talents d'acteur pour disparaître volontairement et recommencer sa vie ailleurs ? Malgré 2 décennies de recherche et l'espoir tenace que le téléphone sonne un jour, Joe Pitchler reste introuvable depuis cette nuit froide de janvier 2006. Je vous propose d'explorer un cas troublant d'acteurs disparus qui me touche particulièrement. Pour cela, il faut remonter le temps jusqu'en avril 1970. Sean Finn est un jeune homme charismatique de 28 ans, pour le moins intrépide, mais surtout, il n'est pas n'importe qui. Il est le fils d'Errol Flynn, une légende absolue d'Hollywood, qui a incarné Robin des Bois en 1938. Sean, qui a hérité de la beauté et du talent de son père, a tenté le cinéma en jouant dans plusieurs films de série B. Mais ce que le jeune homme voulait vraiment, c'était l'adrénaline, alors il est devenu photojournaliste de guerre. En avril 1970, Sean Finn et son ami et collègue Dana Stone sont au Cambodge, un pays en plein chaos, alors que les Khmers rouges gagnent du terrain. Leur intention est de quitter Phnom Penh pour se rendre à Saigon, afin d'assister à une conférence de presse sur la guerre du Vietnam. Seulement voilà, Sean et Dana sont de véritables têtes brûlées. Ils refusent catégoriquement le confort et la sécurité des limousines mises à disposition. Le 6 avril, les 2 compères louent 2 motos Honda rouges à Phnom Penh et décident de partir sur la route nationale 1 en direction de l'est, vers une zone contrôlée par l'ennemi. Sean et Dana arrivent rapidement à un barrage routier, apercevant au loin des silhouettes armées. C'est à cet instant précis que notre histoire bascule dans l'ombre. Finn et Stone sont rapidement dépossédés de leur moto, puis forcés de marcher vers la lisière d'une forêt voisine. C'est la dernière fois qu'on les verra en vie. Ce qui s'est passé ensuite est un mélange de rumeurs et de tragédies. On sait qu'ils ont été capturés par des forces communistes, mais contrairement à d'autres journalistes exécutés sur le champ, il semble que Sean et Dana aient survécu un temps. Des paysans ont raconté avoir vu un prisonnier de cinéma très grand et blond, gardé captif dans des villages reculés, parfois contraints de travailler ou d'enseigner l'anglais. Mais la théorie la plus sombre suggère qu'ils ont finalement été remis aux Khmers rouges, qui les auraient exécutés en 1971. Des années plus tard, des restes humains ont été retrouvés dans la zone de leur exécution présumée, mais les analyses ADN ont prouvé que ce n'était pas eux. Sean Flynn, l'enfant d'Hollywood devenu témoin de l'horreur, s'est évaporé dans la jungle, ne laissant derrière lui que des photos incroyables et une légende d'aventurier tragique dont le secret dort toujours au Cambodge. Si vous aimez les histoires à tiroir, alors celle-ci va vous captiver. C'est l'histoire d'un homme qui enquête sur une disparition mystérieuse et qui finit par disparaître lui-même. Notre histoire commence en 1988 à Chicago, où Keith Reinhardt mène une vie apparemment normale comme journaliste sportif.
Et pourtant, derrière cette façade se cache une lassitude profonde. Épuisé par le tumulte de la vie urbaine et par la répétition sans fin de ses reportages, Keith est en pleine crise de la cinquantaine. Il rêve d'une existence plus significative, il est obsédé par l'idée de devenir enfin le romancier qu'il a toujours voulu être. Un jour, son ami d'enfance Ted Parker lui offre une échappatoire. Il lui propose de s'installer un temps à Silver Plume, un minuscule village perdu dans les montagnes du Colorado. Séduit par la promesse d'une inspiration nouvelle, Keith obtient un congé sabbatique de 3 mois et son objectif est alors double. Gérer une petite boutique d'antiquités et, surtout, vaincre définitivement le syndrome de la page blanche. Dès son arrivée à Silver Plume en 1988, Keith s'installe dans un appartement derrière une ancienne église et ouvre sa petite boutique. Mais malgré l'afflux estival des visiteurs, les ventes ne décollent pas et l'inspiration créatrice reste absente. Keith part donc marcher sur les sentiers escarpés pour tenter d'apaiser son esprit. C'est alors qu'il découvre l'histoire de Tom Young, l'ancien locataire de sa boutique, disparu dans des circonstances mystérieuses. En septembre 1987, Tom s'était volatilisé en allant promener son chien Gus. Ce mystère, alimenté par les rumeurs d'attaques animales et de crimes, fascine Keith au point qu'il décide d'en faire le sujet de son roman. Il se lance dans sa propre enquête, noircit des pages de notes et crée un alter ego romanesque, Guy Gibson. La frontière entre la réalité et sa fiction commence dangereusement à s'estomper. Le dimanche 31 juillet, le destin frappe Silver Plume. 2 chasseurs découvrent le squelette de Tom Young et de son chien Gus à proximité d'un revolver rouillé. L'autopsie révèle ensuite que Tom et son chien ont reçu une balle dans la tête. Malgré cette mise en scène qui évoque une exécution, les autorités classent l'affaire comme une mort auto-infligée, avançant que le revolver appartenait à Tom. Accrochez-vous bien les aventuriers, car c'est à cet instant précis que notre récit bascule dans l'étrange. Le 7 août, soit une semaine après la macabre découverte dans la montagne, Keith ferme sa boutique et déambule dans les rues de Silver Plume. Vêtu d'une simple chemise en flanelle et d'un jean, sans eau ni nourriture, il annonce aux habitants son intention de gravir le dangereux mont Pendleton. Lorsqu'il retrouve son ami Ted Parker au KP Café, il plaisante. « Hé, si je ne reviens pas, appelle les secours !» Ce sont les dernières paroles que Ted entendra de son ami. Face à la disparition de Keith, une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire du Colorado est lancée, mobilisant des hélicoptères et 125 hommes aguerris. Les conditions sont extrêmes et après le crash d'un avion de secours, l'opération est finalement suspendue. Et attendez, ce n'est pas tout, car l'histoire prend une tournure troublante quand les enquêteurs découvrent le manuscrit inachevé de son roman. Les dernières lignes du texte font froid dans le dos, décrivant la disparition de son personnage. Guy Gibson mit ses chaussures de randonnée et enfila une chemise en flanelle. Tout était clair pour lui à présent. Il ferma la porte, puis partit dans les épaisses forêts sans ombre du Colorado. Le parallèle est trop parfait pour n'être qu'une simple coïncidence. La disparition de Keith, dans les mêmes conditions que son personnage et après le sort tragique de Tom Young, continue d'alimenter les théories. Keith Reinhardt s'est littéralement évaporé, laissant derrière lui une légende locale et le plus grand secret non résolu des Rocheuses. Bien, je propose une histoire beaucoup plus proche de nous, une histoire qui résonne avec l'angoisse mondiale et l'isolement que nous avons tous vécu en 2020. Cette histoire est celle d'un jeune homme loin de chez lui, alors que le monde s'apprête à fermer ses portes. Éloi Roland est un étudiant français de 18 ans. Il est parti en Nouvelle-Zélande pour apprendre la langue et est basé à Auckland, dans une famille d'accueil. En mars 2020, alors que la pandémie commence à paniquer la planète, le Montpelliérain est pris par le mal du pays. Anxieux et désireux de rentrer en France à tout prix, il cherche à avancer son départ initialement prévu en mai. Le soir du vendredi 6 mars 2020, Éloi quitte sa famille d'accueil sans rien dire. Il prend le train, puis commande un Uber qui le dépose à Pia, une plage célèbre pour ses falaises abruptes et ses courants dangereux. Il arrive à destination en pleine nuit, vers 2h30 du matin, et c'est là que notre affaire devient étrange. Son téléphone borde une dernière fois à 9h18 du matin, puis c'est le silence radio. Personne ne sait où est Éloi. L'enquête policière est immédiatement compliquée par le contexte. Car quelques jours après sa disparition, la Nouvelle-Zélande entre dans l'un des confinements les plus stricts au monde. Les recherches sur le terrain sont limitées, les enquêteurs français ne peuvent pas venir et sa famille reste bloquée en métropole, créant le pire scénario possible. La police néo-zélandaise penche rapidement pour la thèse de l'accident ou du geste désespéré, suggérant qu'il aurait pu tomber des falaises ou être emporté par une vague scélérate. Mais la famille Roland ne croit pas à un acte désespéré, soulignant qu'il parlait de l'avenir et voulait rentrer à la maison. Ils évoquent également la piste d'une mauvaise rencontre et s'interrogent sur la raison de son arrivée à Pia en pleine nuit. Cherchait-il à voir l'océan pour s'apaiser ou avait-il rendez-vous avec quelqu'un? Ajoutons à cela des détails troublants comme des mouvements bancaires inexpliqués avant sa disparition et le fait qu'il ait emporté quelques affaires mais laissé son passeport chez la famille d'accueil. Mais malgré la levée du confinement quelques mois plus tard et de nouvelles fouilles, aucune trace d'Éloi n'a jamais été retrouvée. Bref, selon vous les aventuriers, qu'est-il arrivé à Éloi Roland en Nouvelle-Zélande?
Est-ce qu'il a choisi de disparaître? Est-ce qu'il a été victime d'un accident tragique? Ou bien pire encore? Dites-moi vos théories en commentaire. Si vous êtes amateur de mystère, le triangle de Bennington vous dit sûrement quelque chose. Entre 1945 et 1950, au moins 5 personnes se sont volatilisées sans explication. Et Paula Jean Walden est le cas le plus emblématique de cette série noire. Je vous raconte les aventuriers. Nous sommes le 1er décembre 1946. Paula Walden est une étudiante de 18 ans au prestigieux Bennington College. C'est une étudiante brillante, sportive et artiste dans l'âme. Ce dimanche matin-là, elle décide d'aller faire une randonnée sur le Long Trail, un sentier célèbre qui traverse l'état du Vermont. Paula quitte le campus vers 14h45. Il fait froid, le ciel est gris, et la jeune femme n'est pas vraiment équipée pour une expédition. Elle porte un manteau rouge vif, ainsi qu'un jean et de simples baskets. Plusieurs personnes la croisent sur le chemin. Un groupe de randonneurs, un gardien, et surtout un couple âgé qui marche environ 100 mètres derrière elle. Ils la voient avancer sur le sentier, monter une petite côte, puis tourner au coin d'un virage bordé d'arbres. Et lorsqu'ils arrivent eux-mêmes au virage quelques instants plus tard, le sentier devant eux est vide. Il n'y a pas de bruit de course dans les bois, ni de silhouette rouge au loin. Paula a disparu dans un battement de cils. L'alerte est donnée le soir même quand elle ne rentre pas au dortoir, et c'est là que l'affaire prend une tournure politique et sociale. À l'époque, le Vermont n'a pas de police d'État, et l'enquête est menée par le shérif local et des bénévoles totalement dépassés. Le père de Paula, qui est un riche architecte influent, débarque sur le site et critique ouvertement l'incompétence des recherches. Il utilise ses relations pour faire venir la police de New York et du Connecticut, et même le FBI. Mais malgré l'une des plus vastes battues de l'histoire de la région, on ne trouve rien. Il n'y a pas une trace de pas dans la neige fraîche qui est tombée la nuit précédente, pas un morceau de ce manteau rouge si visible. Les théories explosent et le père de Paula devient lui-même un suspect, bien qu'aucune preuve ne l'accable. Bon, place à la réflexion. Est-ce que l'étudiante a fait une chute dans une crevasse cachée, ou a-t-elle croisé la route d'un prédateur en ce dimanche après-midi? Cette affaire a tellement traumatisé la région qu'elle a conduit directement à la création de la police d'État du Vermont 7 mois plus tard pour que plus jamais une telle désorganisation ne se reproduise. Mais pour la jeune Paula Walden, c'est déjà trop tard. Elle est devenue un fantôme du Long Trail. Ok, préparez-vous mentalement les aventuriers, car l'histoire que je m'apprête à vous raconter dépasse tout ce que les scénaristes d'Hollywood pourraient inventer. C'est une histoire d'enlèvement, mais pas celui que vous croyez. En août 1912, la famille Dunbar part en voyage de pêche au lac Swayze, une zone marécageuse de Louisiane, infestée d'alligators. Quand, soudain, le drame frappe, le petit Bobby disparaît. Une recherche massive est immédiatement lancée, on dynamite le lac pour faire remonter un corps et on tue des centaines d'alligators pour ouvrir leur estomac, mais le garçon de 4 ans s'est volatilisé. 8 mois plus tard, l'espoir renaît enfin. La police arrête un vagabond nommé William Cantwell Walters qui voyage avec un petit garçon ressemblant étrangement à Bobby. Walters jure que le garçon s'appelle Bruce Anderson et qu'il lui a été confié par une femme qui travaillait pour sa famille. Avouez que c'est louche et la police, sous une pression extrême, fait venir les Dunbar. Comme pour le cas Walter Collins que nous avons évoqué en début de vidéo, la scène des retrouvailles est l'une des plus controversées de l'histoire. Bobby ne reconnaît pas sa mère et cette dernière ne reconnaît pas immédiatement l'enfant. La vie est en liesse, Walters est condamné un temps à la prison à vie pour kidnapping et le petit garçon grandit sous le nom de Bobby Dunbar. Il se marie, fonde une famille et meurt en 1966 en portant son étrange histoire dans la tombe. Cependant, une légende familiale persistait chez les Dunbar, alimentée par des rumeurs selon lesquelles le vrai Bobby était mort dans le marais et que l'enfant élevé était bien Bruce Anderson. Finalement, en 2004, l'une des petites filles de Bobby décide de faire un test ADN pour faire taire les rumeurs et prouver que son grand-père était bien un Dunbar, mais le résultat fait l'effet d'une bombe nucléaire. L'ADN ne correspond pas à la famille Dunbar. L'homme qui a vécu toute sa vie en étant Bobby Dunbar est en réalité Bruce Anderson, prouvant que l'innocent vagabond disait la vérité. La police de 1912 a littéralement volé un enfant à une mère célibataire pauvre pour le donner à une famille riche en deuil. Ouais, on est d'accord, c'est absolument scandaleux, et cette vérité dénonce une double tragédie. D'abord, qu'un enfant ait vécu toute sa vie dans l'ombre d'une entité volée, et surtout que le véritable petit Bobby Dunbar est très probablement péri seul, livré aux alligators ou noyé dans les eaux impitoyables du marais. Passons à une histoire beaucoup plus simple en apparence, mais dont la banalité la rend terrifiante. C'est l'histoire d'un homme qui prend son petit déjeuner et qui disparaît avant d'avoir fini son café. L'aîné d'Erickson est un fermier de 39 ans, vivant dans l'Oklahoma. C'est un type solide, travailleur et divorcé, qui vit avec son fils adolescent Jared. Il élève des vaches laitières et des chevaux, mais a tout de même de sacrées dettes. Le matin du 14 mars 1998, l'aîné et Jared prennent le petit déjeuner dans la cuisine, avant de commencer leur journée de travail.
quand, vers 9h, un pick-up assez récent de couleur blanche s'engage dans l'allée de la ferme. Lenny ne semble pas surpris, mais ne dit pas à son fils qui il attend. Il sort simplement pour parler au conducteur. De la fenêtre, Jared voit son père discuter avec un homme inconnu, assis dans le véhicule. Puis Lenny rentre brièvement dans la maison et dit à son fils « Je vais aller montrer un cheval à ce type pour une saillie, je reviens tout de suite !» Bon, c'est une procédure courante pour un éleveur, mais le comportement de Lenny est étrange. Il ne prend rien avec lui, laisse son café à moitié plein sur la table, ne prend ni son portefeuille, ni ses clés, et surtout, il ne prend pas son propre pick-up. Il monte côté passager dans le véhicule de l'inconnu, puis le pick-up blanc fait demi-tour, sort de la propriété et disparaît sur la route poussiéreuse. Les heures passent et Jared s'inquiète, car son père ne laisse jamais la ferme sans surveillance trop longtemps. La police est prévenue, mais l'enquête se heurte rapidement à un mur de vide, car Jared n'a pas bien vu le conducteur du pick-up. On ignore où ils allaient, car Lenny n'a pas précisé quel cheval il allait montrer, ni où il se dirigeait. Il y a quand même quelque chose de louche dans cette histoire. Pourquoi Lenny est-il monté avec un inconnu sans prendre son propre véhicule? S'il est monté, c'est qu'il se sentait en confiance, ou bien qu'il connaissait l'homme, mais personne de l'entourage de Lenny ne sait qui cela pouvait être. Et vous imaginez bien, les rumeurs ont commencé à circuler, évoquant tour à tour une dispute qui aurait mal tourné, ou un vol planifié. Et pour ne rien arranger, l'enquête a été ralentie par de nombreuses fausses pistes. Un appel anonyme indiquait un puits abandonné où le corps de Lenny serait caché, mais les fouilles n'ont jamais rien donné. 6 mois après sa disparition, un homme a appelé la police en prétendant avoir tué le fermier, mais cet appel a été rapidement tracé jusqu'à un mythomane sans lien avec l'affaire. En fait, Lenny est juste parti montrer un cheval. Il a laissé derrière lui une tasse de café fumante et un fils qui attend toujours que son père rentre enfin à la maison. C'est l'une des affaires les plus médiatisées et les plus frustrantes d'Europe de ces dernières années. Si vous avez suivi l'actualité en Allemagne, vous connaissez le visage de Rebecca Reusch, une adolescente de 15 ans, jolie et accro à Instagram, vivant à Berlin. Le 18 février 2019, elle passe la nuit chez sa sœur aînée Jessica et son beau-frère Florian. La sœur de Rebecca quitte la maison très tôt pour aller travailler. Rebecca est censée dormir encore sur le canapé du salon, devant aller à l'école un peu plus tard, vers 9h30. Florian, quant à lui, rentre d'une soirée arrosée vers 5h45 du matin. Et donc le dernier, en théorie, à être dans la maison avec elle. À 7h15, la mère de Rebecca l'appelle pour la réveiller, mais le téléphone sonne sans réponse. Rebecca ne se présente pas à l'école et, fait impensable pour elle, ne publie rien sur les réseaux sociaux. Très vite, la police cible le beau-frère, dont le comportement est jugé suspect. Florian déclare avoir dormi, mais les données numériques révèlent qu'il était actif sur un site pour adultes au moment de la disparition de Rebecca. Et plus incriminant encore, sa Twingo rouge est repérée roulant vers la Pologne le matin même de la disparition de Rebecca, puis de nouveau le lendemain soir, des trajets dont Florian n'avait parlé à personne. La police a de fortes suspicions et décide de fouiller le véhicule et trouve des cheveux de Rebecca dans le coffre, ainsi que des fibres d'une couverture polaire qui a également disparu de la maison. Pour les enquêteurs de la Polizei, l'affaire est claire. Florian a tué Rebecca après une avance refusée, puis a fait disparaître le corps. Mais il y a un problème central dans notre affaire, les aventuriers. Le corps de Rebecca est introuvable. Malgré des recherches massives mobilisant chiens, drones et plongeurs dans les lacs et forêts du Brandebourg, les enquêteurs ne trouvent rien, et sans corps, il n'y a pas de preuve formelle de meurtre. Et le plus incroyable dans cette affaire reste la réaction de la famille. Les parents et les sœurs de Rebecca défendent Florian corps et âme, persuadés de son innocence. Ils pensent que la police fait fausse route et perd du temps à accuser un membre de la famille, au lieu de chercher le véritable coupable, peut-être quelqu'un rencontré sur les réseaux sociaux. Florian a beau avoir été arrêté 2 fois, puis relâché faute de preuves suffisantes pour un procès, il vit toujours avec la sœur de Rebecca, laissant planer l'ombre du meurtrier, au sein même du foyer familial. Ah, nous arrivons à une histoire absolument mythique, c'est un véritable cocktail de mystère, d'espionnage et de codes secrets. C'est l'un des plus grands cold cases de l'histoire moderne, c'est l'affaire de l'homme de Somerton, également connu sous le nom de mystère Tamanchud. L'histoire a été récemment résolue et je pense que vous n'êtes pas prêts pour le dénouement. Le 1er décembre 1948, un homme est retrouvé sur la plage de Somerton, en Australie. C'est la dépouille d'un homme d'une quarantaine d'années, bien habillé en costume cravate, étendu sur le sable et une cigarette à moitié fumée tombée sur son col. Il n'a pas de papier d'identité et, fait étrange, toutes les étiquettes de ses vêtements ont été méticuleusement coupées. Dans sa poche, un petit morceau de papier arraché d'un livre avec les mots persan Tamamshud, ce qui veut dire c'est fini en français. L'enquête qui suit ressemble à s'y méprendre, à un film d'espionnage. Les autorités australiennes découvrent la valise de l'homme à la gare, contenant des vêtements sans étiquette et des outils étranges. On retrouve ensuite le livre dont le papier a été arraché, jeté à l'arrière d'une voiture. Et au dos du livre, une suite de lettres incompréhensibles qui ressemblent à un code secret, ainsi qu'un numéro de téléphone.
Ce numéro est celui d'une infirmière qui nie connaître l'homme, mais elle semble terrifiée quand on lui montre son masque mortuaire. Pendant des décennies, tout a été imaginé. D'ailleurs, vous vous souvenez les aventuriers, on l'a vu à la surface de l'iceberg avec le cas Harold Holt. L'Australie adore ce genre de mystère, surtout quand ça touche à l'espionnage. Mais la vérité avance plus vite que les fantasmes, et la vérité risque de vous surprendre. Derek Abbott, un professeur universitaire obsédé par l'affaire, a réussi à faire exhumer des cheveux du masque mortuaire en plâtre. Et grâce à la génétique moderne, le verdict tombe enfin. L'espion mystérieux s'appelle Charles Webb. En réalité, Webb n'était pas un agent secret international, c'était un homme intelligent qui aimait la poésie, mais qui était dépressif et solitaire. Il avait quitté sa femme et perdu contact avec sa famille, et était venu à Somerton dans l'espoir de trouver son ex-femme, ou bien cette infirmière qu'il avait connue autrefois. Ok, c'est très bien tout ça, mais qu'en est-il des codes secrets? En réalité, il pourrait s'agir des premières lettres de vers de poèmes que Charles essaye de mémoriser, ou de notes sur des paris de course de chevaux. D'accord, très bien, mais qu'en est-il des étiquettes coupées? Peut-être que Webb ne voulait pas qu'on sache qu'il avait acheté des vêtements d'occasion, ou bien qu'il cherchait à disparaître sans qu'on puisse retracer son passé. Vous l'aurez compris, on est bien loin d'un récit à la James Bond, et la réalité est bien plus triste que la fiction. Charles Webb est mort seul sur une plage, le cœur brisé ou malade, regardant l'océan jusqu'à ce que la mort vienne à lui. Nous sommes à New York, dans le quartier de Soho, le 25 mai 1979. À cette époque, Soho n'est pas encore le quartier chic de boutiques de luxe qu'il est aujourd'hui, mais une zone industrielle brute, peuplée d'artistes et de familles bohèmes. Ethan, un petit garçon de 6 ans, supplie sa mère de le laisser marcher seul jusqu'à l'arrêt de bus scolaire, situé à seulement 2 pâtés de maison de leur loft. Sa mère hésite un instant, puis accepte, le regardant descendre l'escalier, coiffé de sa casquette de pilote du futur, et serrant $1 dans sa main pour s'acheter un soda. Elle le regarde marcher jusqu'au coin de la rue, le voit tourner, et c'est fini. Ethan ne reviendra jamais à la maison. La disparition d'Ethan Paz a signé la fin de l'innocence pour toute une génération de parents américains. Avant lui, les enfants jouaient dehors jusqu'à la tombée de la nuit, mais après lui, la peur de l'inconnu s'est installée dans tous les foyers. L'investigation a duré des décennies, pleine de fausses pistes et de cœurs brisés. Ce n'est qu'en 2012, soit 33 ans plus tard, qu'un coup de théâtre survient. La police reçoit un tuyau concernant Pedro Hernandez, un homme qui avait 18 ans à l'époque des faits et qui travaillait dans la petite épicerie où Ethan voulait acheter son soda. Hernandez, un homme à l'intelligence limitée et aux troubles mentaux, aurait confessé à des groupes de prière avoir tué un enfant à New York. Dans la salle d'interrogatoire, l'homme avoue avoir attiré Ethan au sous-sol de la boutique avec la promesse d'un soda, puis l'avoir étranglé et mis son petit corps dans un sac plastique au milieu des ordures de la rue. Pedro Hernandez a été condamné en 2017, mais le doute subsiste pour beaucoup. Était-ce une vraie confession ou les délires d'un homme malade pressé par la police? Car malgré les aveux, aucune trace physique n'a jamais été retrouvée. Le corps d'Ethan, s'il a été jeté aux ordures, a certainement fini dans une décharge de Staten Island, perdue à jamais sous des tonnes de déchets. Tout le monde connaît les frères Lumière et Thomas Edison comme les pères du cinéma, mais l'histoire a oublié le nom de l'homme qui a réussi avant eux et qui a payé cette innovation de sa vie. Louis Le Prince est un inventeur français brillant qui, en 1888, filma la célèbre scène du jardin de Roundhay en Angleterre. Celle-là même que vous voyez sur votre écran. En septembre 1890, le prince est prêt à présenter son invention au monde lors d'une démonstration publique officielle à New York. Mais avant cela, il rend visite à son frère à Dijon, dans notre belle Bourgogne. Puis, le 16 septembre, son frère l'accompagne à la gare pour prendre le train express Dijon-Paris, un train direct et sans arrêt. Le prince enregistre ses bagages, qui contiennent ses précieux brevets et ses prototypes de caméras, monte dans le train, salue son frère depuis la fenêtre et s'installe dans son compartiment. Le train arrive dans la capitale quelques heures plus tard, où les amis de Le Prince l'attendent sur le quai, mais l'inventeur n'en descend pas. Ses amis montent à bord pour le chercher, mais son compartiment est vide, les fenêtres sont fermées et verrouillées de l'intérieur, et il n'y a pas de toilette dans ce wagon. Pire encore, et c'est peut-être le cœur de ce mystère, ses bagages ont disparu. Comment un homme et de lourdes malles peuvent-ils s'évaporer d'un train lancé à pleine vitesse? L'hypothèse du saut est impossible, puisque les fenêtres étaient fermées et le corps aurait été retrouvé sur les voies ferrées. La famille de l'inventeur a soupçonné la guerre des brevets, voyant Thomas Edison l'instigateur de cette disparition, pour éliminer le rival français, qui allait lui voler la vedette. D'autres théories évoquent un fratricide pour une question d'héritage familial, ou bien une fuite volontaire, motivée par d'importants problèmes d'argent, ou une prétendue homosexualité. Ce qui est certain, c'est qu'après sa disparition, Thomas Edison a pris le monopole du cinéma naissant. Si le prince était arrivé à Paris ce jour-là, et avait pu présenter son projet à New York, l'histoire d'Hollywood et du 7e art aurait été totalement différente.
Ok les aventuriers, je vous propose une affaire qui fait douter même les plus sceptiques sur la question des ovnis. Le 21 octobre 1978, Frederick Valentich, un pilote australien de 20 ans passionné par les soucoupes volantes, vole au-dessus du détroit de Bass aux commandes d'un petit Cessna 182 sous une météo claire et un vent calme. À 19h06, Valentich contacte la tour de contrôle de Melbourne pour demander si un trafic aérien connu à son altitude. La réponse est négative, mais Valentich insiste, sa voix commençant à trembler. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. La tour demande au pilote de décrire l'objet, et sa réponse est à peine croyable. Valentich décrit un appareil longiligne, métallique et brillant, doté d'une lumière verte et capable de se déplacer à grande vitesse avant de se mettre à graviter de manière stationnaire, juste au-dessus de son appareil. À 19h12, la transmission devient terrifiante. Le moteur du Cessna commence à avoir des ratés, et les derniers mots de Frederick Valentich à la tour de contrôle sont restés dans l'histoire. It's hovering and it's not an aircraft. Juste après cette phrase, le micro reste ouvert pendant 17 secondes. On n'entend ni crash, ni cri, mais juste un bruit métallique, une sorte de grincement répétitif, comme du métal qui frotte contre du métal, puis un silence absolu. Aucune trace du Cessna, aucune trace d'huile, aucun débris n'a jamais été retrouvé, malgré les recherches intensives dans l'océan. Les sceptiques avancent que Valentich était un pilote inexpérimenté, qui a volé la tête en bas par désorientation spatiale, prenant les reflets des étoiles pour des lumières au-dessus de lui. D'autres pensent qu'il a organisé sa propre disparition en utilisant sa passion pour les ovnis comme couverture. En effet, on découvre que Frederick avait échoué à plusieurs examens, reçu des avertissements pour des infractions en vol et a même été recalé de l'armée de l'air australienne. Ok, c'est très bien tout cela, mais le bruit métallique final reste inexpliqué par les experts en aviation et le fait que plusieurs témoins au sol aient rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel ce soir-là ajoute au mystère. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Le vol de Frederick Valentich continue d'alimenter les spéculations les plus étranges. A-t-il été victime d'un phénomène inexpliqué, d'une hallucination, ou a-t-il mis en scène sa propre disparition? C'est sans doute l'histoire la plus bizarre de cet iceberg, car elle ne concerne pas une seule personne, mais une famille entière de 5 adultes, prise d'une folie soudaine. En fait, c'est ce qu'on appelle un cas de folie à plusieurs moderne. Les Tromp sont une famille d'agriculteurs prospères vivant près de Melbourne, travailleurs, normaux et sans antécédents psychiatriques. Pourtant, le 29 août 2016, quelque chose craque. Mark et Jacoba, les parents, deviennent subitement persuadés que quelqu'un en veut leur argent et leur vie. Dans un état de panique absolue, les Tromp abandonnent précipitamment leur ferme, laissant les portes grandes ouvertes et le repas sur la table, puis fuient vers le nord dans la voiture familiale. Avant de partir, ils font quelque chose d'incroyable. Ils laissent à la maison leur carte bancaire, leur passeport et surtout leur téléphone portable, persuadés que ces technologies peuvent les tracer. Seul Mitchell garde son téléphone, mais ses parents le forcent à le jeter par la fenêtre de la voiture en route. Le road trip devient rapidement un cauchemar psychologique. La tension dans la voiture est insoutenable et Mitchell est le premier à craquer. Il saute de la voiture et il s'enfuit. Puis c'est au tour de Rihanna et Ella de quitter le groupe, volant une voiture pour se séparer de leurs parents. Les jours suivants, la police retrouve les membres de la famille éparpillés sur des centaines de kilomètres dans des états de confusion totale. Rihanna est retrouvée catatonique, cachée à l'arrière de la camionnette d'un inconnu, ne sachant plus qui elle est. Jacoba est retrouvée errante à 200 km de là, à garde, et Mark est retrouvé sur le bord d'une route, faisant des signes aux voitures. L'enquête a prouvé qu'il n'y avait aucune menace. Personne n'en voulait leur argent, et il n'y avait aucune histoire de secte. Il s'agissait simplement d'une accumulation de stress qui a déclenché une psychose partagée, un effet domino mental, où la peur de l'un est devenue la réalité de l'autre. L'histoire de Derek Engelbretson nous ramène à la terreur pure des grands espaces sauvages américains, là où la nature peut avaler un enfant en une fraction de seconde. Nous sommes le 5 décembre 1998 dans la forêt nationale de Winema, dans l'état d'Oregon. C'est une tradition magnifique. Derek part avec son père et son grand-père dans les bois enneigés pour couper leur propre sapin de Noël. Il est environ 14 heures et le père et le grand-père s'affairent assis à un arbre, tandis que Derek s'éloigne un tout petit peu pour jouer ou chercher un autre arbre. Le père lève la tête, voit son fils, puis la baisse quelques secondes pour finir de couper une branche. Il la relève, et Derek n'est plus là. Très vite, l'angoisse monte dans les bois, mais comme dans le cas de Dennis Martin, le destin s'acharne. Une violente tempête de neige s'abat sur la région et fait chuter dangereusement la température. Les recherches qui suivent sont titanesques, avec des milliers de bénévoles bravant le blizzard. On retrouve un emballage de bonbons et, plus tard, une sorte d'abri de fortune fait de branches, ce qui laisse penser que Derek a peut-être survécu quelques heures ou quelques jours en essayant de se protéger du froid. Des années plus tard, l'affaire prend une tournure criminelle. Frank Milligan, un agresseur condamné, avoue avoir enlevé et tué le garçon.
Mais lorsqu'on l'emmène sur les lieux, il est incapable de situer l'endroit précis et se rétracte ensuite, disant qu'il a tout inventé pour obtenir de meilleures conditions de détention. L'enquête s'arrête là, sur un mensonge ou peut-être une vérité refoulée. En réalité, les aventuriers, il est fort probable que le petit garçon de 8 ans se soit perdu dans le blanc infini de la forêt, emporté par le froid impitoyable de la montagne ou bien par l'ombre silencieuse d'un prédateur animal. Terminons notre incursion dans les eaux claires de l'iceberg avec une histoire spectaculaire et digne d'un film d'horreur. Restez attentifs les aventuriers, car nous allons plonger dans le mystère de la plus grande disparition de masse de l'histoire des États-Unis. Le 15 juillet 1976, la petite ville de Chowchilla, en Californie, est le théâtre de ce qui allait devenir l'un des crimes les plus audacieux de l'histoire américaine. En fin d'après-midi, le bus scolaire conduit par Red Ray, un honnête travailleur de 55 ans, ramène 26 enfants de l'école d'été, âgés de 5 à 14 ans. Quand, sur une route de campagne isolée, 3 hommes armés et le visage dissimulé par des bas de nylon bloquent le bus. Les malfrats montent à bord, prennent le contrôle du véhicule et forcent Ed à rouler jusqu'à un lit de rivière asséché où il cache le bus. Ensuite, les ravisseurs obligent le chauffeur et les enfants à monter dans des fourgonnettes isolées sans fenêtres. Absolument terrifiés, et je pense qu'on peut le comprendre, certains enfants pleurent et vomissent de peur durant le long trajet de 180 km. Finalement, les véhicules s'arrêtent dans une carrière de pierre appartenant à l'une des familles des kidnappeurs. Au petit matin du 16 juillet, les 27 otages sont forcés de descendre par une trappe et de s'enfoncer dans le sol. Ed Ray et les enfants se retrouvent enfermés dans une remorque de camion enterré, transformée en bunker rudimentaire, équipé de matelas, d'un peu d'eau et des hamburgers, ainsi que d'un système de ventilation, alimenté par des batteries. Une fois tout le monde à l'intérieur, les ravisseurs referment la trappe avec une lourde plaque de métal, la laissent de 2 batteries industrielles de 45 kg chacune et recouvrent le tout de terre. À ce moment de l'histoire, vous demandez sûrement pourquoi ces hommes ont ciblé, parmi toutes les victimes possibles, un bus rempli d'enfants. En fait, les 3 criminels, James et Richard Schoenfeld et leur complice Frederick Woods, cherchaient à obtenir une rançon de 5 millions de dollars. Mais incapable de joindre la police en raison des lignes téléphoniques saturées par les médias et les familles, notre bande de bras cassés a commis l'erreur de remettre leur appel à plus tard et se sont endormis. Sous terre, la situation devient vite critique pour Ed et les enfants. La chaleur monte, l'air s'épuise et le plafond de la remorque commence à ployer sous le poids de la terre. Mais plutôt que de céder à la panique, le chauffeur mobilise les enfants les plus âgés et, ensemble, ils empilent les matelas pour atteindre la trappe. Ed et les garçons se jettent contre la trappe, chaque seconde compte, l'errant cruellement. 16 heures après avoir été emprisonnés, le chauffeur et les 26 enfants s'extraient de leur tombe de fortune, puis marchent jusqu'au poste de garde de la carrière. Les ravisseurs sont arrêtés rapidement. Les fédéraux découvrent que Frederick Woods, fils du propriétaire de la carrière, avait un accès illimité au site. Et on retrouve chez lui des preuves accablantes. Il y a des journaux détaillant le plan, des cartes, des brouillons de la rançon, et même le paquet de hamburgers avec les noms des enfants. Quand je vous disais que nos criminels n'étaient pas des lumières, je vous avais pas menti. Bref, la majorité des enfants a souffert de troubles post-traumatiques durables. L'affaire est restée une légende locale, non pas grâce à l'audace des criminels, mais grâce à la rage de vivre d'un chauffeur et de 26 enfants qui ont crevé leur propre tombe pour échapper à leur funeste destin. Et voilà les aventuriers, nous arrivons au terme de cette deuxième partie. Nous avons plongé dans les eaux claires de l'iceberg des disparitions mystérieuses et j'espère que ce voyage à travers ces histoires troublantes vous a captivé. Si vous êtes prêts à descendre encore plus profondément dans l'iceberg, faites-le moi savoir en commentaire. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous pour aider la chaîne à grandir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les aventuriers. Gardez l'esprit ouvert et tâchez de ne pas disparaître dans la nature et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.